Merci de nous choisir pour vous informer. Il est 13h à Bamako, la même heure à Kéniéba, dans la région de Kaya. En vous espérant santé, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Au microphone, Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, voici les titres. Le Mali et la Guinée se concertent pour la libre circulation des personnes et des biens dans leur espace. Une forte délégation malienne est depuis hier à Conakry. Elle est conduite par le ministre en charge des Maliens établi à l'extérieur. Le Mali prépare la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO en Ouzbékistan prévue le 30 octobre prochain. Les acteurs concernés réfléchissent à la conception d'éléments contextuels et aux priorités nationales. 35% de la population africaine n'a pas accès à l'eau potable selon l'ONU. Pour combler le déficit, 30 milliards de dollars doivent être investis par an. Un sommet de l'Union africaine se tient sur le sujet en Afrique du Sud. En Suisse, les négociations sur le premier traité mondial sur la pollution plastique piétinent. Le texte de synthèse de 31 articles a été rejeté par la majorité des délégations en cause de l'absence de toute contrainte concernant la production du plastique vierge. Si vous êtes homme et âgé de 40 ans et plus, cela vous concerne. Il s'agit de l'anthropose, un déficit hormonal généralement lié à l'âge. Quelles sont ses causes et ses manifestations? On vous répond dans les grands formats de cette édition. À l'Afro-Basket senior masculin en Angola, le Mali affronte ce jeudi l'Ouganda pour sa deuxième sortie. Sur le vieux continent, les Paris Saint-Germain remportent la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. La chronique judiciaire nous parle du contenu local. Les compétences nationales sont désormais privilégiées dans l'exploitation de notre sous-sol. Une décision des autorités pour réaliser la souveraineté économique. Les détails en fin d'édition avec Garibou Pérou. Et c'est tout pour les titres. Le ministre en charge des Maliens établi à l'extérieur conduit une forte délégation à Conakry, dans la capitale guinéenne. Il a eu hier une rencontre avec son homologue chargé de la sécurité et de la protection civile. Au menu des échanges, la problématique de la libre circulation des personnes et des biens. Maliens et Guinéens semblent décider d'ouvrir un nouveau chapitre dans leur coopération bilatérale en vue de consolider le climat de fraternité et de bon voisinage entre les deux peuples. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ba Traoré et Sidi Moulibo Dambélé. Le Mali et la Guinée ont en commun la même histoire, les mêmes peuples et une frontière commune. Ces liens exigent des deux pays une concertation permanente en vue de maintenir ce climat de coopération, ce qui justifie ce déplacement en Guinée du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Atayer. Cette importante visite s'inscrit dans la logique de réaffirmer notre engagement et notre volonté ferme de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale en leur insufflant une nouvelle dynamique dans l'intérêt supérieur et réciproque de nos deux pays. En face, la partie guinéenne partage la même vision. Pour le ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile, la frontière doit servir d'espace de coopération et non de barrière. Bachir Diallo. La libre circulation des personnes et des biens entre nos deux nations est un impératif stratégique pour renforcer notre union et notre capacité d'action commune, un levier économique en stimulant le commerce, l'investissement et la création d'opportunités pour nos populations respectives, un atout sécuritaire grâce à la coopération étroite entre nos forces de défense et de sécurité. Les ministres sont accompagnés des responsables de la sécurité, de la gendarmerie nationale et des douanes pour ces travaux. Des travaux qui devront aboutir à des conclusions qui seront portées à l'attention des plus hautes autorités des deux pays. Conakry, Ba Traoré, Sidi Moulibo Dambélé pour l'ORTM. La transition est toute trouvée pour aborder la page internationale de cette édition. Première escale, le Sénégal, où le projet de loi sur la déclaration des patrimoines est attendu devant l'Assemblée nationale le lundi prochain. Il suscite des critiques de l'opposition en cause, une disposition, exemple le président de la République de déclarer son patrimoine en fin de mandat. Pour le PASTEF, parti au pouvoir, c'est du ressort de la Constitution. Désormais, magistrats du parquet, juges d'instruction, autorités locales, auditeurs ou dirigeants des sociétés publiques devront déclarer leur patrimoine. Une révision constitutionnelle est prévue par les autorités pour étendre ces dispositions à la fin du mandat.
En attendant, sur la lagune Ébrié, 11 militants du PPACI, parti de Laurent Gbagbo, sont inculpés depuis lundi pour acte de terrorisme ou participation à un mouvement insurrectionnel. Leur avocat dénonce une procédure entachée d'irrégularités. Ils étaient hier face à la presse pour expliquer les anomalies constatées ces derniers jours après avoir rendu une visite à certains de leurs clients. Ils évoquent notamment des actes dégradants qui touchent à la dignité humaine. Le collectif d'avocats compte enclencher plusieurs recours pour annuler les actes posés par le procureur de la République et saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour constater ces violations des droits. Et pas de violations des droits dénoncées au Gabon, mais le gouvernement décide d'une amnistie générale dont bénéficient les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions qui ont renversé l'ex-président Ali Bongo il y a 2 ans. Elle concerne aussi ceux qui avaient tenté de faire un coup d'État semblable en 2019 et qui se trouvent toujours en détention. Autre décision prise par le gouvernement, certains métiers seront réservés aux Gabonais comme la coiffure et l'esthétique, la réparation des téléphones ou l'orpaillage artisanal. C'est là dans l'objectif de la sortie du secteur informel et de créer des emplois. Les décisions prises à l'issue d'un séminaire gouvernemental. Le Gabon prend ses décisions au moment où en République démocratique du Congo, le procureur de la Haute Cour requiert 10 ans de travaux forcés à l'encontre de l'ex-ministre de la Justice, auquel il ajoute une autre décennie de privation d'accès à toute fonction officielle. Quant à la défense, elle estime que rien ne saurait justifier la condamnation de Constant Moutamba. Pour elle, aucun dollar n'a été détourné dans le cadre d'un marché controversé de construction d'une prison à Kisangani dans le nord-est du pays. L'arrêt de la Haute Cour sera rendu le 27 août prochain. Nous restons avec l'actualité en RDC où les partis Ensemble pour la République de Moïse Katumbi s'organisent déjà pour l'élection présidentielle de 2028. En conclave depuis mardi à Bruxelles, le mouvement de l'opposant en exil veut relancer sa machine politique et se positionner sur les prochaines élections générales après avoir refusé de participer au nouveau gouvernement de Félix Tshisekedi. L'objectif selon le parti est de préparer avec lucidité et fermeté la riposte politique et citoyenne face aux menaces qui pèsent sur la RDC. Et Brahma Traoré, la RDC, comme beaucoup d'autres pays du continent, souffre de la crise d'eau potable. En Afrique du Sud, un sommet de l'Union africaine se tient sur l'investissement en eau, avec à la clé un enjeu de taille. Selon l'ONU, 35% de la population africaine n'a pas accès à l'eau potable. Combler le manque nécessite d'importants investissements, 30 milliards de dollars par an. Voilà à combien s'élève le manque d'investissement pour mener à bien les projets nécessaires pour l'accès à l'eau et l'assainissement. Au-delà de la mobilisation de fonds internationaux, une partie des difficultés pour investir est liée aux conditions d'emprunt. Si l'Afrique cherche à combler son déficit en matière d'eau potable, en Italie, des embarcations avec une centaine de migrants à bord font naufrage au large de Lampedusa. Selon un bilan encore provisoire, on dénombre 27 morts, une vingtaine de disparus et 61 rescapés secourus par la police, des douanes et les gardes-côtes. Tous les rescapés ont été pris en charge dans les centres d'accueil de Lampedusa par une équipe de médecins, de psychologues et de médiateurs culturels. La première ministre Giorgia Meloni a fait part sur son compte X de sa stupeur et de sa compassion et a retiré l'engagement de son gouvernement dans la lutte contre les trafiquants de migrants. Une autre question qui préoccupe le monde, c'est celle du conflit en Ukraine. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, doit rencontrer ce jeudi à Londres le président Volodymyr Zelensky. Il a évoqué hier une chance réelle de parvenir à un cessez-le-feu grâce à la médiation du président américain. Donald Trump et Vladimir Poutine se réunissent demain vendredi en Alaska pour un sommet consacré justement à ce sujet et à la sécurité internationale. Oui, Fatou Djabi, sécurité, on en parle toujours, cette fois-ci climatique. Au siège des Nations Unies à Genève, le projet du premier traité mondial sur la pollution plastique est vivement rejeté. Le texte de synthèse des 31 articles n'a pas été approuvé par la majorité des délégations. En cause, l'absence de toute contrainte concernant la production de plastique vierge. Plusieurs pays ont dénoncé un texte déséquilibré et insuffisant pour créer un espace de coopération internationale. Les ONG parlent d'un cadeau à l'industrie pétrochimique et d'une trahison de l'humanité.
Pour boucler ce tour d'horizon parmi les pays participants à ces négociations, le Brésil, où la défense de Jair Bolsonaro a demandé hier à la Cour suprême l'acquittement de l'ancien président. Il est jugé pour tentative présumée de coup d'État à l'issue de l'élection présidentielle de 2022 remportée par Luiz Inácio Lula da Silva. Dans un document de 197 pages soumis au tribunal, les avocats de l'ancien chef de l'État ont soutenu qu'il était innocent de toutes les accusations formulées à son encontre et de l'absence totale de preuves. 13 heures passées de 9 minutes, revenons à Bamako où le Mali prépare activement la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO en Ouzbékistan le 30 octobre prochain pour une meilleure participation de la délégation malienne à ce rendez-vous mondial. Un atelier réunit depuis hier les acteurs concernés dans la capitale. Oui, il parle de la conception d'éléments contextuels, d'analyse des documents, des projets ou encore des priorités nationales. Fadema Keïta était à l'ouverture des travaux pour Mali Actualité. La participation du Mali à la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO se prépare. La délégation malienne qui sera présente à Samarkand en Ouzbékistan doit être munie de documents qui défendent les priorités du pays, consolident les relations avec l'UNESCO à travers des coopérations multiformes. Les participants à cet atelier préparatoire doivent axer leurs réflexions sur les projets de résolution, les éléments contextuels, les stratégies à moyen terme et principalement sur les axes stratégiques du document 43C5, document auquel le Mali a pleinement pris part à l'élaboration. Aboubakar El Hassan Doumbia, représentant la secrétaire générale de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ISESCO. Analyser les projets de documents, de programmes qu'on appelle le 43C5, qui est un document d'orientation de l'UNESCO, qui donne les grandes orientations de l'organisation au cours des prochaines années, avec un premier exercice budgétaire de 2026 à 2027. Le bureau de l'UNESCO au Mali s'engage à les orienter pour que le département de l'éducation fasse une participation honorable à la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO prévue à Samarkand en Ouzbékistan du jeudi 30 octobre au jeudi 13 novembre 2025. Ali Mohamed Sinan, chef par intérim du bureau de l'UNESCO au Mali. Transformer le système éducatif de manière globale pour répondre aux défis du XXIe siècle et aussi mettre l'accent sur l'apprentissage tout au long de la vie, la formation continue, les compétences numériques, l'inclusion et l'égalité. Renforcer les capacités scientifiques et la coopération internationale pour faire face au changement climatique, à la perte de biodiversité, à la gestion durable des ressources naturelles. Promouvoir les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres et la diversité culturelle et la paix. Favoriser une gouvernance éthique de l'intelligence artificielle, l'accès équitable à l'information, le développement des sociétés des savoirs ouverts. Protéger et valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel. C'est soutenir les industries culturelles et créatives comme moteur de développement durable et c'est renforcer l'identité, la cohésion et la diplomatie culturelle. Augustin Poudjougo, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Examinez minutieusement les documents qui vous seront soumis pendant ces 3 jours de travaux, du projet de programme et de budget de l'UNESCO et des projets de résolution. Élaborer un guide précieux pour les délégués qui nous représenteront à la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO. L'atelier de consultation en cours a donc pour but de converger les axes stratégiques de l'organisation et les nouvelles dynamiques pour le Mali. Oui, le Mali lutte également contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Les leaders religieux et communautaires sont donc sensibilisés sur ces phénomènes. C'est à la faveur d'une campagne de vulgarisation des textes sur la liberté de religion et de conviction qui vient d'être lancée à Bamako. Oui, à l'initiative du réseau Islam Population et Développement, la campagne vise à renforcer les capacités des leaders d'opinion afin qu'ils soient des relais auprès de la population pour un changement de comportement. Le compte-rendu de Inaba. La rencontre a pour but de lancer la campagne de vulgarisation des textes sur la liberté de religion et de conviction. Cette activité est cruciale dans la lutte contre l'extrémisme violent et promouvoir la cohabitation pacifique. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet JISRA, Jeune Initiative for Strategic Religious Action. Il s'agit des textes qui promeuvent la liberté de religion et la cohabitation pacifique. Ces textes seront traduits dans les langues locales et diffusés à travers les médias locaux.
locaux. Mamadou Traoré, président du réseau Islam Population et Développement RIPOD. Alors que le projet GISRA touche à sa fin, nous pouvons être fiers des acquis obtenus au sein du consortium. Les forats nationaux des femmes et jeunes des foi, les voyages d'apprentissage interreligieux en Guinée et au Burkina Faso, les forums sur la laïcité, le renforcement des capacités des leaders religieux musulmans et chrétiens sur comment collaborer avec les autres religions, la formation des leaders religieux sur le code de bonne conduite entre les confessions religieuses et les principes de bonne cohabitation entre les ethnies. Le projet GISRA est une intervention quinquennale qui cible les régions de Mopti, Ségou, Gao, Tombouctou et le district de Bamako. Il vise à soutenir les efforts des autorités du Mali et des communautés dans la promotion de la liberté de religion. Khalilou Abdoulaye Kamara, représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte. Les résultats sur le terrain doivent être capitalisés et servir au-delà de la durée du projet. Traduits et communiqués avec le concours et l'appui des légitimités traditionnelles et religieuses au niveau de chaque région d'intervention du projet. Pour rappel, ce projet renforcera la capacité des leaders religieux et communautaires à lutter contre le conflit communautaire, la radicalisation et l'extrémisme violent. 13h passées de 14 minutes. Si vous êtes homme et âgé de 40 ans et plus, cela vous concerne. Il s'agit de l'andropause, un déficit hormonal généralement lié à l'âge. Elle se caractérise par la baisse de la testostérone, qui est une hormone mal sécrétée par les glandes surrénales chez l'homme. Oui, Fatou Diaboui, bien qu'on ne dispose pas de statistiques, de nombreux hommes seraient touchés par ce problème. Nous avons voulu en savoir plus sur l'andropause, ses causes et ses manifestations. C'est le grand format de cette édition signé Awa Traoré. C'est la première fois pour moi d'entendre ces mots. Nous sommes des campagnards, on ne connaît pas ça. Je connais la ménopause pour les femmes, mais je ne sais pas que l'andropause existe pour les hommes. Tout comme Abdraman Aïdara et Ibrahim Sanogo, beaucoup d'hommes ignorent la ménopause masculine ou l'andropause. De la perte de libido en passant par des troubles rectiles ou encore par la déprime, l'andropause est la diminution de la production de testostérone chez l'homme, une hormone mal sécrétée par les glandes surrénales. Professeur Honoré Berthet, urologue. Avec l'âge, tous les organes chez l'homme, je veux dire avec grand H, vont avoir, et tous les systèmes vont se détériorer progressivement avec le temps. 20% des hommes, au-delà de 50 ans, vont présenter progressivement une diminution de la production de testostérone. Et à 70 ans, cela peut monter jusqu'à 50% des hommes. C'est aléatoire. Cela ne survient pas chez tous les hommes. Même si la cause principale de l'andropause est liée au vieillissement, néanmoins, une mauvaise hygiène de vie peut prédisposer à ce trouble hormonal. Et c'est là par des bons comportements en termes d'hygiène et en termes d'alimentation. En tant qu'homme, et même en tant que femme aussi, évidemment, une activité physique et sportive régulière. La baisse de testostérone peut survenir à tout âge. On parle alors d'hypogonadisme. Par contre, l'andropause apparaît après 40 ans chez certains hommes. D'après Dr Zanafon Ouattara, urologue, on sait que le gingembre, Nyamako Ambavara, apporte, stimule les glandes surrénales pour les faire produire la testostérone. Le jaune d'œuf apporte du zinc qui participe à l'amélioration de la qualité des rapports sexuels. Moi, je ne conseille pas les aphrodisiaques. Une fois que le mal persiste, certaines causes de ces dysfonctionnements peuvent être traitées et permettant ainsi la disparition ou la diminution des signes cliniques. Professeur Honoré Berthet, urologue. Quand ceci arrive, les traitements sont des traitements essentiellement de substitution. Dr Zanafon Ouattara, urologue. C'est un sujet tabou. En réalité, c'est quand
En général, sur 100 hommes qui consultent pour des maladies en rapport avec l'urologie, on trouvera 15 à 20 qui consultent pour andropause. La ménopause étant la disparition des oestrogènes chez les femmes aux alentours des 50 ans, la terminologie, quant à elle, serait-elle appropriée pour désigner ce trouble, selon les spécialistes. Honoré Berthet, urologue. Chez l'homme, ce n'est pas un arrêt net. Donc on va évoquer le terme d'andropause par analogie à la ménopause. Mais ce n'est pas très juste. Donc il n'y a pas véritablement une andropause parce qu'il n'y a pas d'arrêt net de la production, non seulement des cellules sexuelles, les spermatozoïdes chez l'homme, mais pas d'arrêt net non plus de la production des hormones sexuelles masculines. En médecine, notamment en urologie, on préfère parler des termes un peu plus précis, comme le déficit androgénique lié à l'âge ou bien le déficit progressif en testostérone. Même s'il n'y a pas de pause à proprement parler, l'homme, à un certain âge, peut présenter des difficultés d'enfantement. Après la santé, le sport. Dans l'actu des sports, l'Afro-Basket senior masculin se poursuit en Angola. Le Mali affronte ce jeudi l'Ouganda pour sa deuxième sortie. Du côté du Sénégal, au tournoi féminin UEFA Zone A, l'USFAS joue aujourd'hui son 4e match. Sur le vieux continent, la Supercoupe d'Europe a été remportée par le Paris Saint-Germain. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Chino. Supercoupe d'Europe. Après une remontée spectaculaire, le Paris Saint-Germain a remporté la Supercoupe d'Europe au tir au but contre Tottenham. Mené 2-0 à la 85e minute, le Paris Saint-Germain a complètement renversé Tottenham et les buts parisiens ont été marqués aux 85e et 95e minutes de jeu avant de faire la différence lors d'une séance marquée notamment par un arrêt de Lucas Chevalier face à Mickey Van de Ven pour son premier match depuis son arrivée ce week-end. Et puis pour ce qui est du CHAN 2025, la compétition se poursuit cet après-midi. Tombeur de l'Angola 2-0 puis battu 1-0 par le Kenya, leader du groupe A. Le Maroc entend se relancer avec la seconde place du classement à l'Inémir. Toujours en quête de son premier point, la Zambie bloquée à la dernière place du groupe, terrassée 2-0 par la RDC et 2-1 par l'Angola, successivement à un impératif de victoire sous peine d'élimination. Juste après, l'Angola sera face à la RDC, l'Angola deuxième avec 4 points et la RDC troisième avec 3 points. Si le Kenya est assuré de sa qualification, l'Angola devra jouer le tout pour le tout puisque la Zambie et le Maroc sont en embuscade avec 3 points chacun. Si l'Angola joue sa 4e journée, la RDC est à sa 3e journée. Par contre, l'aventure des Talons du Burkina Faso au championnat d'Afrique des Nations s'arrête dès la phase de groupe et battu 1-0 par la Mauritanie lors de la 4e journée hier. La sélection centrafricaine ne verra également pas la suite de la compétition et opposée à Madagascar hier dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe, les Fauves ont concédé une nouvelle défaite 2-0, la 3e d'affilée. Supercoupe Générale Assimi Goïta 2025. Demain, 15 août, marquera le coup d'envoi de la compétition. Cette année, ce sont 23 équipes venues de 19 régions du Mali, ainsi que du district de Bamako et des institutions comme le CNT, le gouvernement et la présidence. Du 15 août au 7 septembre, les stades de Moro Konaté et Ouazin Koulibaly accueilleront des matchs. Ce jeudi sera donc la remise des maillots et le tirage des poules. Tournoi féminin UFOA A, la 4e et dernière sortie de l'USFAS est prévue pour ce jeudi face à Berouling. En cas de victoire, l'USFAS validera son ticket pour la phase finale de la Ligue des champions féminines. Après 3 journées disputées, l'USFAS est en tête de ce mini-championnat avec 6 points. Elle est suivie de son même camarade de la Sierra Leone, 4 points. Berouling FC de la Gambie, 3 points. Les Aigles du Médina du Sénégal et Determinist Girls du Libéria ont chacun 1 point. Basketball pour terminer. Afro-Basket senior masculin Angola 2025. Le Mali joue cet après-midi. Et le Mali, après avoir raté son entrée en matière, fera sa 2e sortie ce jeudi contre l'Ouganda. Chronique judiciaire. Le Mali place désormais les compétences nationales au centre de l'exploitation de son sous-sol, une décision des autorités qui vise la quête d'une souveraineté économique. Oui, elle est matérialisée par l'adoption d'une loi qui érige le contenu local en pilier fondamental d'une nouvelle ère minière. La chronique judiciaire de ce jury nous aide à mieux comprendre la nouvelle mesure. Elle est signée Garibou Pérou.
Maximiser les retombées économiques de l'exploitation minière au profit des communautés locales et de l'économie nationale, telle est l'ambition affichée par la nouvelle loi sur le contenu local promulguée en août 2023. Maître Ablaye Sangaré, avocat au barreau du Mali. Cette loi exige aux sociétés minières de donner la priorité aux nationaux. Cette loi, qualifiée d'historique par de nombreux observateurs, introduit un tournant décisif dans la gouvernance du secteur minier. Elle impose désormais une série d'obligations aux entreprises opérant sur le territoire national. Quand une entreprise est créée, pendant les premiers 3 ans, on dit que les étrangers ne doivent pas dépasser 10%. Après la 3e année, ce nombre-là doit être ramené à 5%. À partir de la 6e année, il faudrait maintenant systématiquement réduire ce nombre pour aller vers une appropriation malienne, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit des Maliens automatiquement. C'est valable aussi pour les salaires. Parmi ces exigences figurent l'élaboration d'un plan de contenu local, les transferts effectifs des technologies et des compétences, ainsi que la priorité accordée à l'utilisation des biens et services locaux. Il y avait de grosses entreprises étrangères qui étaient en train de travailler dans la chaîne de valeur ici. Et c'est beaucoup d'argent qui était perdu par rapport aux entreprises maliennes qui peuvent être mises en place, par rapport à l'emploi. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, au Mali, avec ces genres de textes qui sont là, ce n'est plus possible. Donc tout ce qui concerne, par exemple, l'éducation, la formation, et puis le transfert de technologie, le savoir-faire, la recherche du développement, il faudrait que tout cela soit pris en compte. En cas de non-respect de ces engagements, les textes prévoient des sanctions traduisant la volonté des autorités de faire du contenu local un levier stratégique de développement. L'article 209, qui est clair, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de titre, ils vont faire ce travail. Mais pour ce qui concerne le contenu local, quand vous voyez l'article 18, la loi sur le contenu local, il est aussi clair. C'est-à-dire quand ce n'est pas respecté, là, il y a des sanctions de 75 millions de francs CFA, puis avoir un emprisonnement de 10 jours. Comme il peut y avoir après encore une amende de 75 millions. Mais quand il y a récidive, ça va jusqu'à 200 millions, avec un emprisonnement de près de 2 ans. Et dans le code minier, vous avez des sanctions. Et dans le code sur le contenu local, vous avez aussi des sanctions, la loi, disons. Notre sous-sol est riche. Miser sur le contenu local avec une volonté politique est la seule voie pour transformer nos minéraux en un espoir durable en surface. 13 heures passées de 26 minutes. Prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Juste après nous, Astan Tangara s'installe pour la lecture des avis et communiqués pour vous dire que c'est la fin de la présente édition. Mise en onde par Fousséni Sissoko, Marcel Tessougué assure la mise en ligne. Ousmane Dao a aidé à la réalisation. Au micro, nous sommes Brahma Traoré et Fatou Djabi. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Vous retrouverez Sédou Fomba. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à vous, où que vous soyez.